Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour un épisode qui vient conclure la saison 2022 de Formule 1 puisqu'on débriefe le Grand Prix d'Abu Dhabi, dernier Grand Prix de cette saison donc, où on avait quelques adieux à faire et surtout quelques challenges encore au niveau du championnat du monde, pilote et constructeur. Donc on va voir ça tout de suite, on commence par les petites news, comme vous le savez chaque semaine. Et cette semaine il y avait quelques trucs quand même, quelques trucs dont on va parler. La première news c'était le repas organisé par, Lewis Hamilton pour, dire adieu à Sebastian Vettel. C'était, assez sympa, un repas de fin d'année donc à l'occasion du dernier Grand Prix de Vettel. Je trouve que c'est cool de voir des moments comme ça où tous les pilotes peuvent partager, ce moment, qui passent vraiment toute l'année ensemble finalement ces pilotes sans jamais vraiment, se retrouver comme ça, on va dire un peu seuls, qu'eux, sans leur média manager, tous les teams et cetera qui sont derrière tous les médias aussi. Donc c'est assez sympa de voir ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, des pilotes se réunir comme ça. Je crois que c'était en Hamilton le disait, c'était en Chine il y a un paquet d'années maintenant et tous les pilotes n'étaient pas présents. Là, on avait les 20 pilotes, donc ça fait plaisir. Pour ceux qui sont intrigués, la F1 a mis une photo du plan de table, donc c'était assez marrant. On peut voir un peu, même sur la photo, là, on voit un peu que il y a certains pilotes, on va dire, hein, Verstappen et Hamilton sont assez loin sur la photo, on se demande pourquoi. Mais en tout cas, je pense que ça devait quand même être une bonne ambiance et c'est très cool de voir tout ça. La deuxième info, elle est importante, elle nous sort de d'Helmut Marko. On a appris donc ce week-end, l'arrivée prochaine de Daniel Ricciardo, en tant que réserviste chez Red Bull. Des mots de Helmut Marko donc qui a surpris un peu tout le monde, y compris, Christian Horner et Daniel Ricciardo, qui n'avaient pas du tout, prévu ça puisque le contrat n'est pas encore signé. Alors, ce serait plutôt pour un rôle, de pilote de démonstration. Daniel Ricciardo, il a de l'image, donc forcément, Red Bull, cherche cette image-là et on sait aussi que Red Bull réalise énormément d'événements et de shows au cours de l'année et donc un pilote avec l'image de Ricciardo est forcément plus vendeuse que celle d'un pilote junior inconnu du grand public. Donc Ricciardo devrait peu rouler dans les voitures récentes, sûrement pas faire de simulateur, on sait qu'en plus c'est pas vraiment la passion de Daniel Ricciardo, mais plutôt faire des shows comme il faisait à l'époque chez Red Bull. Là on le voit par exemple à Las Vegas, dans la Red Bull. Donc je pense que ça va être des shows comme ça, un peu classique à la Red Bull. En ce qui concerne les «véritables» entre guillemets pilotes réservistes, on aura sûrement Liam Lawson, dont on va parler un petit peu plus tard, qui en rempile pour une deuxième saison en tant que réserviste chez, Red Bull et au micro de Canal, on annonçait l'arrivée de Isaac Hadjar dans un rôle un peu similaire à celui de Lawson, peut-être plus pour AlphaTauri peut-être, que Red Bull, mais en tout cas, ce serait très intéressant de voir, Isaac Hadjar arriver, mettre un vrai pied enfin, en F1, avec son engagement, chez Red Bull. Il est déjà pilote junior chez Red Bull et il a fait une très, très bonne, 1re saison en FIA F3 puisqu'il termine 4e et on devrait le retrouver en F2 l'année prochaine. Alors, on va parler un petit peu, de la FP1 pour finir les news. Alors c'est pas vraiment des news, c'est plus, on rentre dans le week-end de Grand Prix tout doucement. Je voulais parler de la FP1 parce qu'il y avait beaucoup de, pilotes, juniors, quasiment, je pense que ça doit être le Grand Prix où on en a vu le plus, dans cette FP1. Alors, il faut savoir, pour rappeler un petit peu le contexte, il y a une règle qui oblige les teams de F1 à faire rouler un pilote junior dans chaque voiture au cours de la saison. C'est-à-dire que chaque voiture doit, au minimum une fois dans l'année, voir un pilote, rouler en FP1. Alors, les teams certains ont commencé dès le début de l'année, d'autres un peu moins et beaucoup ont attendu la fin de l'année où il y a plus grand chose à jouer, plus grand chose à développer. Contrairement au début de l'année où il faut développer la voiture, surtout il y a des week-ends qui sont très importants où il faut régler la voiture, pour avoir le meilleur week-end possible et donc on a envie d'avoir les pilotes titulaires dans le baquet. Là, c'est un peu moins le cas, donc on en profite pour mettre un paquet de monde. On retrouvait donc à l'appel, Felipe Drugovich, donc un champion du monde de F2 qui a intégré la filière Aston Martin, qui a été créée d'ailleurs pour l'occasion, au cours de l'année. Il roulait donc, dans la monoplace de Sébastien Vettel, je crois? Je sais plus, ou peut-être de Lance Stroll. En tout cas, il était dans une des 2 Aston Martin, tout comme, Liam Lawson qui lui remplaçait pour le coup, Max Verstappen dans la Red Bull, donc Liam Lawson dont on parlait un petit peu plus tôt. On avait aussi, Robert Schwartzman dans, la Ferrari, très important aussi pour lui, de rouler un petit peu parce que c'est des pilotes si on n'avait pas cette règle, clairement, il y a des pilotes qui rouleraient pas beaucoup, hein, Robert Schwartzman, ex-pilote de Formule 2, ancien coéquipier de Mick Schumacher à l'époque, quand il était en F2, qui est pilote donc, dans la filière Ferrari et qui malheureusement, en dehors de ses petits roulages, roule pas beaucoup. Je sais même pas quel programme il fait à l'année. Je sais même pas s'il a un programme en compétition parce qu'il n'est plus en F2. Donc voilà, je ne sais pas trop.
On avait aussi, non pas Alex Palou, c'était Pato Ward, excuse-moi, Pato Ward ce week-end donc dans la McLaren justement. Il y a quelques semaines, lors du Grand Prix des États-Unis, on avait eu Alex Palou dans, la McLaren. Là, on retrouve Pato Ward, un autre pilote d'IndyCar très, très prometteur. Pilote qui fait donc partie de la filière, McLaren, un petit peu qui fait partie des pilotes McLaren, sur lequel, l'écurie garde un petit œil quand même, on sait jamais, pour remplacer un Oscar Piastri ou un Lando Norris. Sur un malentendu, un cas de Covid ou même peut-être s'il y a un départ, un jour des 2. Oscar Piastri à tout moment, il retourne chez Alpine. Je rigole. On avait aussi Jack Doohan, en parlant d'Alpine, dans, l'Alpine de Fernando Alonso, qui avait dès le début de l'année demandé, expressément à Alpine de ne pas le remplacer avant la fin de l'année. Il voulait attendre le tout dernier Grand Prix pour être remplacé. C'est chose faite donc avec Jack Doohan qui a roulé dans, l'Alpine et enfin on avait Logan non c'est pas fini, on avait Logan Sargent dans, la Williams, sa future Williams, hein, puisque Logan Sargent a obtenu, je crois la 4e place au final, sur le championnat F2, ce qui lui permet donc d'obtenir assez de points de super licence pour rouler l'année prochaine aux côtés d'Alex Albon donc voilà bravo à lui. J'attends de voir ce qu'il va faire en F1, c'est assez, je sais pas, j'ai pas trop d'avis pour l'instant sur lui, j'ai pas beaucoup regardé la saison de F2, je dois avouer, cette année. Enfin, je l'ai regardé un petit peu, par intermittence, on va dire, donc je j'arrive pas vraiment à juger le talent du garçon. On verra bien. En tout cas, il apporte des budgets, ça c'est sûr, et aussi un petit peu d'image puisque c'est le premier pilote américain depuis, Alexander Rossi, si je ne m'en trompe pas, il y a, quelques années maintenant, donc ça devrait être intéressant de voir comment il évolue, surtout aux côtés d'Alex Albon, qui est quand même, une belle, référence pour lui. Alors enfin, dans ces jeunes pilotes, nous avions bon, c'est pas un jeune pilote, hein, clairement, on va s'arrêter là-dessus. Robert Kubica, qui roulait donc dans l'Alfa Romeo. Il a beaucoup roulé, Kubica, il avait roulé dès les essais hivernaux, je crois, enfin les pré-essais hivernaux qu'il y avait eu à Barcelone, au tout début de l'année, donc voilà. Je j'ai pas grand chose à dire, hein, on sait pourquoi il roule, hein, pour le budget principalement, mais en tout cas ça fait du roulage, ça fait un peu tourner la grille, c'est sympa à voir. Voilà, nous avons fini pour les petites news, le rentrer tout doucement dans le week-end. On va passer directement, dans le dur avec les qualifications et donc, une, nouvelle pole position, une dernière pole position pour, Max Verstappen. C'est la troisième d'affilée ici après 2020 et 2021 pour lui, à Abu Dhabi. Il y avait pas match, clairement, les Ferrari finissent pas très loin des 2 Red Bull, hein, parce qu'il faut le rappeler, Red Bull, fait sa première ligne. Voilà, c'est la première fois de l'année qu'il verrouille, la première ligne de la grille avec Sergio Pérez deuxième. Derrière Charles Leclerc et Carlos Sainz, ça avait pas vraiment le rythme pour aller chercher les Red Bull, clairement. C'est quand même un top 3 assez habituel, hein, qu'on a retrouvé beaucoup, cette année, Verstappen, Pérez et Leclerc, on les a beaucoup retrouvés sur ces 3 premières places de la grille. Carlos Sainz finit quatrième. Les 2 Mercedes ont eu des petits problèmes. Hamilton se plaignait, je crois, de beaucoup de bouncing sur la voiture, donc beaucoup de rebonds. J'ai pas ça se voyait pas trop à l'image personnellement, mais en tout cas, il s'est aussi plein de problèmes de frein et en tout cas les Mercedes étaient pas là, hein, 5e et 6e mais surtout loin, loin du compte, par rapport aux, Red Bull. Donc ça fait un peu mal, surtout après le très, très beau week-end réalisé, au Brésil, la semaine dernière. Voilà, ça montre, encore une fois, je pense qu'il y a du progrès clairement à faire pour, Mercedes. On sait que l'année prochaine, ils vont complètement changer de concept et abandonner ce concept de 0 sidepods qu'ils ont, qu'ils ont arboré, toute l'année et puis qu'ils ont été aussi les seuls, hein. Ils ont été les seuls, toute l'année à tester, à pousser ce concept au bout. Ils trouvent pas assez de performance dans ce concept clairement et Toto Wolff donc dit qu'ils vont changer. Est-ce qu'ils vont partir plutôt sur une mode Ferrari avec cette, sorte de baignoire énorme ou plutôt la mode Red Bull assez fine, assez élancée? On verra bien l'année prochaine en tout cas. La Mercedes devrait beaucoup changer et bah, ça fera du bien à l'équipe parce que clairement, cette voiture elle est pas trop au niveau. Même si sur certains grands prix ça peut faire illusion comme la semaine dernière, on voit bien que sur la performance globale, Mercedes est pas trop là. Ils étaient un peu mieux en séance d'essai libre 1 et séance d'essai libre 3, qui sont les 2 seules séances du week-end à se dérouler la journée et donc avec des températures bien plus élevées, au niveau piste, et Mercedes clairement roulait beaucoup mieux, avec des grosses températures piste. Voilà, grosse, perfo j'ai envie de dire de Sebastian Vettel, je voulais souligner, et de Mick Schumacher aussi qu'on voit tous les 2 à l'image. Mick Schumacher finit 13e de ses qualifs, c'est pas mal, surtout quand son coéquipier lui se fait sortir en Q1, Magnussen, donc Magnussen qui sort en Q1 après avoir fait la pole la semaine dernière,
les semaines se suivent et ne se ressemblent pas chez Magnussen, mais en tout cas, Vettel, fait une très, très grosse perf. Il sort de Q1, de Q2 pour arriver jusqu'en Q3 et finir même 9e puisqu'il était devant Daniel Ricciardo. L'Aston Martin a un petit peu progressé, au cours de l'année, mais ça reste loin du compte, en perfo, donc c'est une belle, voilà, c'est une belle performance de Vettel, je voulais le souligner. Pour, cette qualif, dernière réaction, bon, bah, Daniel Ricciardo qui rentre dans le top 10 quand même, c'est pas mal pour, la fin de sa carrière chez McLaren en tout cas, et de sa première partie de carrière en F1 aussi puisqu'il ne sera pas présent l'année prochaine. C'est pas mal, voilà, j'ai envie de dire. C'est pas très, très loin de Lando Norris, même si en position ça fait un peu mal. Norris est 7e, il devance les deux Alpines. J'ai pas grand chose à dire sur Daniel Ricciardo, si ce n'est que c'est pas trop mal. Il a aussi fini dans les points, on va en reparler, un petit peu plus tard. Et enfin, Pierre Gasly, dernière réaction sur ses qualifications. Pierre Gasly, qu'est-ce que c'est dur, 17e. Waouh! Ça fait mal, un week-end compliqué, encore, il le disait, surtout quand on voit que Tsunoda finit 12e, donc il arrive quand même à sortir de Q1, même si les AlphaTauri, c'est quand même dur, hein, cette année, clairement, ça a vraiment fait un step, voire 2 en arrière par rapport à 2021. Avec le changement de réglementation, c'est très, très dur. Surtout Gasly, j'ai l'impression qu'il a vraiment eu alors, sur la saison complète, il arrive quand même à être devant Tsunoda, en termes de que ce soit en qualif ou en course, je crois qu'en qualif, c'est un 12. Il a été 12 fois devant, je crois, Gasly, donc c'est quand même pas mal. Mais, ça reste compliqué, pour lui, face à cette voiture. C'est vraiment, assez difficile à expliquer. Alors, enfin si, ils ont loupé leur voiture, ça c'est ça c'est facile à expliquer, mais surtout que Gasly galère autant. J'espère que c'est pas un problème qu'il a avec la philosophie en général, des voitures 2022 et plutôt avec cette voiture enfin spécifiquement, et que ça ira beaucoup mieux la semaine prochaine, enfin l'année prochaine pardon. En parlant de semaine prochaine, à l'heure où j'enregistre ce podcast, Gasly a déjà mis ses petites fesses dans, l'AlphaTauri, dans l'Alpine pardon, l'Alpine de Fernando Alonso, donc il roulera demain pour les essais Pirelli. Voilà, donc il prend déjà ses marques, tout comme Piastri d'ailleurs, hein, qui est déjà, dans le baquet de la McLaren, à l'heure où on parle. La course, on va en parler maintenant de la course. Quelques réactions. Alors, bon, comment passer à côté du vainqueur et du recordman de cette année? 15e victoire pour Max Verstappen, qui écrase encore un peu plus cette saison 2022. Il ne parvient pas à battre le record de Michael Schumacher au pourcentage. Il est un petit peu en dessous. Par contre, j'ai vu une stat folle. Verstappen, alors, avant de me sauter dessus, bien entendu, il y a beaucoup plus de grands prix maintenant qu'avant. Certes, il faut le prendre en compte, mais Verstappen cette année, c'est 15 victoires. C'est autant que Prost et Senna combinés, la fameuse année 88, où ils ont dominé complètement le championnat en remportant 15 courses sur 16 avec les McLaren Honda. Donc c'est assez impressionnant de voir ça de la part de Verstappen. Une course globalement où il n'a pas été inquiété. Pérez était pas loin, mais on va le voir, Pérez a été mis sur une stratégie un petit peu différente de celle de Max Verstappen qui a pu, chiller tout simplement puisqu'il y avait juste Charles Leclerc derrière lui, mais à une bonne distance quand même, hein, c'est resté aux alentours de 5 à 7-8 secondes. Donc, un petit coussin pardon assez confortable pour, Max Verstappen qui donc termine, de la plus belle des manières cette saison. Ce qui est pas vraiment le cas de Pérez, et de Red Bull de manière générale puisque, il termine donc 3e de cette course et par conséquent du championnat puisqu'il termine derrière, Charles Leclerc. Charles Leclerc qui réalise la même stratégie que Verstappen, c'est-à-dire un arrêt. Il y en a peu qui ont tenté ça, il y en a pour qui ça a marché, il y en a pour qui ça a beaucoup moins bien marché, on va en reparler tout à l'heure, notamment pour Sébastien Vettel. Je pense que pour faire marcher cette stratégie à un arrêt, il fallait une voiture très performante, ce que peut se permettre par rapport au reste du field, à peu près que Red Bull et Ferrari, hein, sur ce Grand Prix. Mercedes était loin en perfo, ils usaient beaucoup plus leur gomme, et puis en plus ils ont eu des problèmes de fiabilité avec, Lewis Hamilton notamment, on va en reparler. Mais, clairement je pense que sur la grille, il y a que Red Bull et Ferrari qui pouvaient se permettre et même que Charles Leclerc, j'irai plus loin, Charles Leclerc et Max Verstappen qui pouvaient se le permettre en termes de rythme. Peut-être que Pérez aurait pu se le permettre. Clairement si Pérez faisait un seul arrêt, il restait devant, Leclerc. Ils ont tenté, je dirais que ça aurait dû marcher. Je dis pas que c'est une erreur de Red Bull parce que honnêtement, c'est une stratégie au vu de la dégradation énorme, qu'on a observée pendant toute la course, au niveau des pneumatiques. Même les durs ne tenaient pas. Hem, je pensais que ça allait marcher. Honnêtement, quand j'ai vu Pérez alors
c'est assez intelligent de la part de Ferrari, hein, d'aller à l'opposé. De toute façon, ils étaient derrière, autant avoir la position en piste. Ils ont préféré avoir la position en piste, plutôt que, l'avantage pneumatique au niveau de la stratégie. Je pense que c'était une bonne idée puisque de toute façon, s'ils suivaient la stratégie de Pérez et qu'ils se calaient sur la stratégie de Pérez, ils finissaient 3e, donc autant tenter. Ils avaient rien à perdre clairement. Ferrari, ils faisaient 2 ou 3 de toute façon. Donc c'était bien de tenter, ça a fonctionné, bravo à eux. Pas toujours que la stratégie Ferrari fonctionne, mais là, chapeau, ça a bien fonctionné. Et ouais, je dirais que Pérez, ça aurait dû marcher. Honnêtement, quand je l'ai vu s'arrêter, je me suis dit: «Il va remonter». Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour lui et il va pouvoir regretter les quelques points qu'il a perdus le week-end dernier. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul, je sais pas si avec les points de la semaine dernière que Verstappen aurait pu lui donner, ça aurait suffi pour aller chercher, cette position. J'ai pas fait le calcul honnêtement. En tout cas, il pouvait pas se permettre de finir à égalité de points avec Leclerc puisqu'il n'avait que 2 victoires contre 3 pour le Monégasque. Donc il fallait forcément, inscrire plus de points pour, Sergio Pérez. En tout cas, ça finit sur une bonne note pour, Ferrari qui aussi, va chercher la deuxième place pardon, au championnat constructeur, voilà. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur Ferrari. Honnêtement, ça finit bien. Carlos Sainz, il est rapide aussi, hein, il finit, 4e donc il arrive, on va dire assez largement à dominer les Mercedes, même si en début de course c'est un petit peu tendu. En début de course, Carlos Sainz, on le sent qu'il y a vraiment pas de rythme. Il se fait déposer par Hamilton. Bon après leur petit contact, il y a pas eu contact, mais leur petit incident, on va dire, à la chicane, je sais pas, c'est le virage, je sais plus, 6-7, un truc comme ça. Hem, Hamilton tire tout droit, enfin choisit de tirer tout droit, même s'il pouvait, prendre le virage normalement. Il redonne la position au bout de quelques tours à Carlos Sainz, et le redouble quasiment instantanément. Je crois le tour d'après, il le repasse. Donc Carlos Sainz au début qui était, plutôt à l'arrêt et puis après ça a bien marché et surtout en fin de course, il avait un grand rythme. Alors il fait partie des pilotes à s'être arrêté 2 fois, donc il avait un grand rythme, tout comme Russell aussi, hem, qui enchaînait à un moment les meilleurs tours. Malheureusement ça n'a pas suffi pour aller chercher. Carlos Sainz, il est vite fini loin, je crois, il finit à 9 secondes de Sainz, voilà. McLaren et Lando Norris qui termine, 6e devant Esteban Ocon, et profite aussi de l'abandon de, Fernando Alonso, dont on va reparler un petit peu plus tard, mais malheureusement, c'est pas suffisant. 19 points de retard avant d'attaquer ce Grand Prix, dernier Grand Prix de l'année à Abu Dhabi. Et bah, ça en finit là, malheureusement pour McLaren. Ça finit, derrière 5e donc, derrière, Alpine. Malgré une très, très bonne saison de Lando Norris, clairement ça aurait pu être devant, Alpine, parce que Norris il était vraiment au-dessus. Par contre, bah, malheureusement c'est Daniel Ricciardo, hein, je pense qu'il leur fait perdre enfin je pense, je suis sûr, hein, qu'il leur fait perdre le titre, enfin le titre, cette 4e place plutôt, le titre de meilleur des autres si vous voulez. Par rapport à Alpine. Ocon qui fait une très bonne course de son côté, qui arrive à quand même, garder le rythme. Il avait pas le rythme, hein, de Norris. Il était pas loin, mais il y avait pas une assez grosse différence de rythme pour lui permettre de passer. On l'a vu en début de course, c'était assez compliqué pour les Alpines, de vraiment se démarquer surtout par rapport à Sébastien Vettel. Donc voilà, il finit 7e Ocon, ça lui permet aussi de conforter, sa petite avance sur Fernando Alonso, qui en plus abandonne donc forcément, voilà, je me demande si c'est pas enfin, c'est rare quand même qu'Alonso se fasse battre par un coéquipier au championnat. Ça doit être, la deuxième ou troisième fois. Enfin, moi, les 2 seules fois que j'ai en tête, c'est cette année et 2007 face à, Lewis Hamilton. Fernando Alonso donc, dont on parle maintenant, qui finit là, on va parler un petit peu de tous ceux qui finissent la saison à l'image de leur saison, c'est-à-dire, par un abandon, un truc pas ouf. Fernando Alonso donc qui abandonne une, 5e, 6e fois, je crois 6e fois, de la saison. Problème de fuite d'eau, je crois, d'après Alpine, enfin problème de la pompe à eau. Laurent Rossi le disait après la course, hein, la pompe à eau, c'est vraiment le truc qui leur a coûté toute la saison. C'est aussi un problème qu'on retrouve sur les Alpines A110 de route, donc c'est assez marrant, à croire que Alpine ne sait pas faire de pompe à eau. Mais en tout cas, c'est un problème qui a vraiment handicapé Alpine tout au long de la saison, par rapport à tous les autres. On le sait, hein, depuis le début de l'année, Laurent Rossi le disait, ils ont préféré aller chercher la performance au niveau du power unit plutôt que la fiabilité, puisqu'on ne pourra plus travailler sur la performance à partir de la fin de cette année. Enfin, je crois qu'on peut déjà plus, travailler sur la performance. En revanche, on peut fiabiliser les moteurs, donc il vaut mieux commencer avec un moteur performant, pas fiable, qu'on fiabilise, plutôt que l'inverse. Donc c'est la stratégie qui a été employée par Alpine. Malheureusement, elle, coûte énormément à Alonso. Alonso qui est dans le parc fermé, enfin dans le carré des interviews, pardon,
au micro de Laurent Dupin, lister encore une fois tous les problèmes qu'il y a eu sur la voiture 14. C'est comme ça qu'il l'appelle et il dit même pas lui. Enfin, il parle même pas de lui à la première personne. Il parle directement de la voiture 14 qui a eu des problèmes, maintes et maintes fois. C'est vrai, Alonso clairement il a couru, hein, il a couru en dehors du stand Alpine je pense pour aller directement chez Aston Martin. Je suis pas sûr que ça marche mieux. Alors Aston a l'air plus fiable, ça c'est sûr, mais niveau perfo, je sais pas. Enfin, Alonso a quand même dit il y a pas longtemps qu'il visait le titre, hein, pour l'année prochaine. Je pense que c'était sous le coup de la colère du Brésil, mais il faut quand même, rester les pieds sur terre, je pense, mon frérot. À moins qu'Aston lui ait montré un truc miracle, je sais pas, peut-être. Mais, en tout cas, la saison finit mal, pour, Alonso, qui était même pas de réaction, finalement, j'ai envie de dire. Aussi en qualification, il sort en Q2, c'est rare puisque sur la fin de saison, il rentrait, très régulièrement en Q3, et quand on lui dit: «Tu es 11e», il fait: «Bon OK, bon». J'ai l'impression qu'il en pouvait plus Alonso, il voulait qu'une chose, c'était de partir de Alpine. On verra bien ce que ça donne, chez Aston Martin pour lui. J'espère pour lui que ça marchera mieux, enfin que ça sera plus fiable, mais je doute de la performance. En tout cas, bonne chance pour lui. Lewis Hamilton, bon bah voilà, hein, ça finit également comme Alonso, sur, un abandon. Un abandon, mécanique, c'est assez rare. Mercedes qui a pas été au niveau, espéré je pense en termes de performance toute la saison, mais en tout cas, ils étaient plutôt fiables. Et beh là, problème de boîte de vitesse. Alors, c'est compréhensible, hein, à la fin de l'année en général, c'est un peu compliqué, surtout les boîtes, elles font beaucoup de grands prix les boîtes de vitesse. Je crois qu'elles doivent faire 6 courses d'affilée les boîtes de vitesse, donc c'est quand même pas mal. Là malheureusement, bah, problème de boîte, pour Lewis Hamilton. L'abandon de ces 2 pilotes, nous enlève une très belle image qu'on aurait pu voir à la fin, pour reproduire un petit peu les donuts qui avaient été faits pour le premier départ d'Alonso en fin 2018 avec, donc Vettel, Hamilton et Alonso. Malheureusement, on n'aura pas pu voir cette image puisque les 2 ont abandonné. Vettel a dû faire ses petits donuts, tout seul. Enfin tout seul, avec les 3 premiers, mais, un petit peu tout seul, c'était dommage. En parlant de gens qui finissent enfin de pilotes qui finissent, leur saison comme ils l'ont commencée et faite, en grande majorité, malheureusement encore une petite erreur de jugement, j'ai envie de dire de Mick Schumacher qui vient harponner, Nicolas Latifi qui abandonne. Schumacher repart mais finit, bon loin des points, c'est dommage parce que Schumacher, était devant son coéquipier tout le week-end avant ce problème-là, on l'a dit. Belle perfo en qualif, malheureusement en rythme de course ça tenait pas du tout, mais il était au moins devant son coéquipier. Je voulais aussi réagir à la fin de course de Mick Schumacher, il fait des donuts, à l'arrivée, comme beaucoup de pilotes, hein, en général, au Grand Prix d'Abu Dhabi pour célébrer la fin de saison. Lui, en plus, potentiellement une fin de carrière. En tout cas, il sera pas présent sur la grille l'année prochaine, remplacé par Nico Hülkenberg et Mick qui donc, fait quelques donuts. As, donc son ingénieur, prend la radio, lui dit: «Arrête tout de suite, voilà, on s'en fout que ce soit ton dernier Grand Prix, tu arrêtes, on a besoin de la voiture». Donc, petite douche froide, Schumacher répond d'un ton, très platonique: «Moi aussi je vous aime». Je pense que c'était de l'humour, enfin de l'humour, un petit peu de second degré, de sarcasme de la part de Schumacher et attention, et c'est là que c'est incroyable, le culot de Haas, c'est pour ça que je le souligne quand même, le culot de Haas, c'est de tweeter derrière des images des donuts de Schumacher en disant: «Waouh, des donuts, super, super», alors que 2 secondes avant, tu le pourrissais à la radio pour lui dire d'arrêter. Bref, je vais arrêter avec As cette année et je vais réagir et je vais finir, ce dernier podcast de la saison sur ce pilote, Sébastien Vettel qui nous quitte, après, je sais plus, beaucoup de saisons. J'ai pas envie de faire le compte tout de suite, mais en tout cas, il était en F1 depuis, 2008 à temps complet, 2007 son premier Grand Prix, pour BMW Sauber, à l'occasion du Grand Prix d'Indianapolis aux États-Unis, où il avait déjà marqué un point à l'époque. Voilà, il avait marqué son premier point dès son premier Grand Prix. Un point, c'est avec ça qu'il finit aussi, sa carrière à Abu Dhabi, donc. Stratégie compliquée, hein, si on parle un peu de la course avant de dire au revoir à Seb, si on parle vite fait de la course, compliqué. On a encore mis Vettel sur une stratégie de merde, hein, chez Aston Martin, à croire qu'on lui en veut. Je sais pas. Et on met encore une fois Lance Stroll sur la meilleure stratégie, mais bon, c'est pas grave. Clairement, je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie à un arrêt ne fonctionnait que si on était très performant. Ce qui est clairement pas le cas d'Aston Martin. Je pense qu'il fallait assurer et couvrir un petit peu la stratégie des autres, histoire de finir 7-8e, hein. C'est vraiment la position à laquelle Vettel pouvait prétendre. Donc, bah voilà, ça finit 10e, c'est pas mal. Il finit par remonter dans les points, puisque pendant un petit moment dans la course, il est 12-13, hein, il est à la porte des points.
Ça finit par remonter dans les points, ça a failli doubler Ricciardo, je pense qu'un tour ou 2 en plus et ça passait Ricciardo pour la 9e place. Ce qui aurait d'ailleurs permis à Aston Martin d'aller, dépasser, Alfa Romeo, c'était l'objectif. Ce week-end, ils finissent à égalité de points, mais, Alfa Romeo, prend cette place, au championnat puisque Alfa Romeo, je crois, a pour meilleur résultat une 5e place de Valtteri Bottas en début de saison et c'est mieux que le meilleur résultat d'Aston Martin cette saison. Donc ça conserve, la position au championnat. Vettel, pour revenir sur lui, donc finit 10e de cette course, nous offre quand même de belles images, élu meilleur, élu, pilote du jour, par tout le monde, pas à l'unanimité, mais presque, hein, 56 des votes, je crois, le deuxième c'est Pérez avec 9. Autant vous dire que c'était une mission que s'étaient donné les gens, d'élire, Vettel, meilleur pilote, enfin pilote du jour en tout cas, dimanche dernier. Ça fait, de belles images, ça fait plaisir à voir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommages. On l'a vu, le dîner organisé par Lewis Hamilton en début de semaine, le casque hommage, porté par, Fernando Alonso, ça m'a surpris. Honnêtement, j'attendais pas ça d'Alonso, qui a toujours été un peu salty envers Vettel, notamment à cause des années, 2010-2013, enfin de 2010 à 2013 où il perd, 2 fois le titre face à Vettel, avec Ferrari. En tout cas, c'était une belle image, ça faisait plaisir de voir ça. Il y avait Mick Schumacher aussi qui avait un casque hommage à, Sébastien Vettel et tous les fans et cetera. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'hommages tout au cours du week-end, qui ont fait plaisir. Je crois que Ferrari lui a donné un morceau, enfin un capot moteur, signé par tous les membres de l'équipe. Hem, Red Bull aussi lui a donné un endplate d'aileron arrière, enfin voilà, il y en a plein. Aston Martin a dû lui donner un truc, je pense. Je crois que Brembo aussi, rien que Brembo, fournisseur de freins, pour la Formule 1, pour pas toutes les équipes, mais certaines équipes de F1, dont Aston Martin, lui a donné un étrier. Voilà, je sais pas ce qu'il fera d'un étrier, mais en tout cas, c'est marrant, voilà, il a un étrier de Formule 1 qu'il peut mettre dans son salon pour décorer. En tout cas, Vettel, il avait l'air assez content quand même de partir, j'ai envie de dire. Alors, au vu de la saison, c'est normal, hein, mais c'est vrai que c'était compliqué, hein, cette année chez Aston Martin. On verra. En tout cas, il va me manquer, moi, c'est un pilote que j'aimais beaucoup, que j'aimais pas quand il était chez Red Bull, clairement, parce qu'en tant que fan Ferrari, c'était compliqué. Mais, ensuite, j'ai appris à apprécier le personnage et c'était vraiment quelqu'un de vraiment bien, un gars très, très sympa, je pense l'un des plus sympas du paddock, donc, il va nous manquer. Peut-être qu'il reviendra, qui sait? Il a pas fermé la porte à un retour, hein, notamment peut-être à Suzuka si jamais la possibilité s'offre à lui, c'est son circuit préféré de l'année. En tout cas, on se quitte sur de très belles images de, Sébastien Vettel en train de faire de beaux donuts à l'arrivée. C'est tout pour cette saison, 2022 de Formule 1. Comme, je vous l'avais dit dans les podcasts précédents, on se retrouvera sur un format beaucoup plus long pour débriefer toute la saison, pour analyser un petit peu les performances de chacun, de chaque pilote et de chaque équipe. Donc voilà, on se retrouve, d'ici, quelques semaines donc pour cet épisode spécial, fin de saison et ensuite on verra, peut-être qu'on fera des épisodes un peu bonus, potentiellement où on va essayer d'analyser un petit peu pourquoi pas des rumeurs, des infos qui pourraient tomber pendant l'hiver et aussi après on préparera, la saison 2023 dès les essais hivernaux. On se retrouvera donc, merci à tous d'avoir suivi cette, demi-saison qu'on a fait ensemble, voilà et puis on se retrouve très prochainement. Salut à tous, ciao, ciao.